Bonjour à tous. Mardi, c'est la deuxième édition de la revue des grandes unes de la semaine. Déjà nos invités sur ce plateau qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. Mais avant de leur donner la parole, nous faisons un tour dans les kiosques. La Nouvelle Expression parle de proposition de Toumi, Grégoire Ouona, d'accord. C'est le grand titre du journal. D'ailleurs, dans une interview exclusive accordée à la Nouvelle Expression, le ministre et secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, parti au pouvoir, s'est confié sans fioritude sur les principales questions d'actualité nationale. C'est à lire dans le dossier de la page 6 à la page 8. Le journal parle également du Nord-Ouest avec le sous-préfet enlevé qui est donc retrouvé. Le chef de terre respire un air de liberté depuis hier. Aucune nouvelle de ses ravisseurs pour l'instant. En page 5 de ce numéro, le journal parle également de la présidentielle 2018 et l'ECAM livre sa liste ce jour. Les candidats retenus pour l'élection du 7 octobre prochain seront connus ce mardi. Et là, on parle aussi des lions indomptables, comment les Néerlandais ont d'ailleurs surgi. Leur nom circulait déjà en coulisses, donc alors que l'opinion en était encore à ergoter sur la suite du rendez-vous entre Steven Goran et bien entendu Eriksson et les autres également. C'est à découvrir en page 10 du journal. Le journal La Nouvelle Expression dans les kiosques ce matin. Cameroun Tribune qui est dans les kiosques s'intéresse plutôt à la liste des candidatures à la présidentielle. Dernière heure de suspense. C'est le grand titre du journal. Le journal parle également de la CAF avec des inspecteurs de la CAF qui sont au Cameroun, qui vont donc parcourir quelques infrastructures dans la plupart des régions, devant accueillir notamment la CAN 2019 et à quel niveau se trouvent justement ces infrastructures. Le journal fait le point dans ce numéro. À lire donc si vous faites un tour dans les kiosques. Le quotidien Le Jour parle du Nord-Ouest. Le sous-préfet de Menchum Valley introuvable. Donc il est sans nouvelles depuis plus de 3 jours selon le journal Le quotidien Le Jour. Le journal parle également des condoms. Pourquoi les jeunes filles refusent le préservatif? C'est à lire dans le journal également ce matin. Et une enquête également. D'autres informations que je vous invite à lire aussi dans le même numéro. Mutation également dans les kiosques. Le journal parle de la présidentielle 2018. Ils embarrassent le pouvoir. Ils sont 2, en tout cas, cités par le journal. Le responsable des droits de l'homme et bien entendu le président de la commission du Conseil national de la communication qui sont également contenus dans le journal à la une de ce numéro pour dire que ce sont des 2 personnalités qui embarrassent le pouvoir avec des rencontres qui n'apportent certainement pas grand-chose selon le contenu de ce numéro que je vous invite à découvrir également ce matin. Le journal a d'autres informations qui sont également importantes à lire de ce jour. Le Messager parle de la présidentielle 2018. En attendant l'officialisation des candidatures à lire dans le journal, donc à la une de ce numéro, c'est le grand titre aussi. On parle bien entendu de Joshua aussi qui a déjà ouvert les hostilités avec Maurice Kamto. Les protagonistes attendent avec impatience la date butoir. On sait que c'est aujourd'hui. L'attendent d'ailleurs les listes qui vont être publiées par Elections Cameroun aujourd'hui ou mercredi. De toute façon, c'est ce qui est contenu dans le journal. Alors ces candidats qui seront donc retenus pour la présidentielle à venir, c'est à lire dans le journal disponible dans les kiosques ce matin. Le journal parle également de la crise anglophone. La violence s'intensifie dans les régions alors que l'on s'approche notamment de ce grand rendez-vous électoral. C'est la présidentielle du 7 octobre prochain. C'est à lire dans le quotidien Le Messager de ce matin. Info Matin parle des pénétrantes est de la ville de Douala. À Bassadou et bien entendu Nganou Messi s'étire dessus pour 42 milliards de francs CFA. Chacun discute, propose en tout cas sa structure, son entreprise pour la construction de la route, la pénétrante est. C'est également là que se trouve le problème puisque les travaux sont bloqués à cause notamment de ces querelles qui notamment animent les 2 personnalités du Cameroun. C'est à lire dans le journal Info Matin de ce matin et d'autres informations aussi. Signature parle des lions indomptables avec une question, l'OTAN des sorciers noirs. C'est une question, mais à lire dans le développement de tout cela. Dossier donc de la page 2 à la page 4 de ce numéro, disponible dans les kiosques ce matin et d'autres informations ici. Il y a également le journal Le Financier d'Afrique qui parle de l'eau et télécommunications avec des numéros verts pour les requêtes des consommateurs, avec notamment le dispositif qui a été mis en place par l'Agence de régulation des télécommunications
et bien entendu la Camouateur, qui vise justement à améliorer des services rendus à ces derniers, notamment les populations qui doivent bénéficier de tout cela. C'est à lire dans le journal disponible ce matin et d'autres informations aussi. On va terminer avec le journal Émergence, le quotidien bilingue qui est disponible également dans les kiosques, qui parle des régions anglophones, le casse-tête de l'organisation de la présidentielle, avec également tout cela, les nouvelles qui ne sont pas bonnes, en tout cas venant notamment de ces deux régions, avec la tout au moins, on voit d'ailleurs qu'il y a toujours des meurtres de ce côté et des exactions qui n'arrivent pas toujours à calmer les ardeurs des populations. Et voilà que tout cela pourrait donc créer tout au moins la psychose au sein des populations qui sont appelées à voter le 7 octobre prochain. Voilà du moins ce que la presse nous propose ce matin. Casimir Désiré Tanguy, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille, et permettez-moi de saluer un nouveau-né dans la presse camerounaise ce matin. C'est Palabre News, c'est un magazine que vient de créer notre confrère qui, vous le savez, Frédéric Bangou, qui était Bungu, qui était ancien directeur de publication du Messager et qui vient de lancer un nouveau produit. Nous lui souhaitons la bienvenue, mais qu'il sache que la route est longue et escarpée. En tout cas, l'innovation, c'est qu'il parle plus du social dans ce magazine. On l'a parcouru d'ailleurs, et les lecteurs aussi vont le parcourir. Bonjour, Casimir. Flavien Valono. J'allais dire Camille Nélé, pardon. Vous avez toujours ce problème, mais ça fait rien. Les deux commencent par C, mais il y a un qui finit par E et l'autre par R. Oui. Bonjour, Casimir. Et bonjour à tous. Très bien, merci d'être avec nous. La presse est disponible dans les kiosques ce matin. Nous allons parcourir quelques sujets, mais le reste sera fait par vous, vos chers téléspectateurs et même des lecteurs en tout cas, qui suivez en ce moment ce programme. On parle bien entendu de cette proposition du cardinal Christian Toumi qui continue d'attirer en tout cas l'attention de certaines personnes et personnalités. Il y a Grégoire Ouona qui dit être d'accord avec le cardinal Christian Toumi. C'est la grande une de la Nouvelle Expression ce matin. C'est une grande une de toute façon qui a fait sursauter pas mal de monde parce que jusqu'ici, au-delà de la levée de boucliers enregistrée dans la presse, surtout privée, qui accompagne avec beaucoup de ferveur ce projet du cardinal Toumi, on a senti de la réticence plutôt dans le camp d'en face et même de la suspicion avec notamment la sortie du ministre de la Communication. Et ce matin, M. Grégoire Ouona, secrétaire général du RDPC, secrétaire général adjoint, je veux dire, du RDPC, a tout simplement crevé l'écran en disant haut et fort que lui, il est d'accord pour cette proposition, mais il ne parle pas au nom du gouvernement, il ne parle pas au nom du ministre, il parle au nom de Grégoire Ouona lui-même, qui est un homme politique averti, qui est un hiérarque du RDPC, mais qui n'en est pas moins une autorité intellectuelle dans ce pays pour parler, intellectuelle et politique de ce pays pour parler, pour donner son avis. Et son avis, il le développe de façon assez cohérente, que effectivement, c'est dans la crise, dans la difficulté dans laquelle le Cameroun se trouve empêtré, toutes les solutions sont bonnes. Et celle de Monseigneur Toumi doit être accueillie, elle est bonne, elle doit même être accompagnée, mais seulement, bien évidemment, elle doit être élaguée, parce que si elle vient du clergé, c'est une initiative du clergé, donc les prélats, et tant de l'Église catholique que de l'islam, il y a quand même un certain nombre de choses qui doivent être revues et remodelées, notamment ça, il ne l'a pas dit. Alors, donc il est d'accord, mais il émet des réserves sur un certain nombre d'aspects. Il est d'accord, il émet des réserves. Moi, je pense qu'il démontre qu'on ne peut pas jeter l'eau du bain et le bébé. Et moi, je pense que là, il a donné un point de vue qui va conforter beaucoup de personnes, et qui va même certainement donner la possibilité au gouvernement de relire cette proposition de cardinal Toumi en enlevant les lunettes déformantes. D'accord. Alors, donc on parle de tout cela. Il a été interrogé sur l'actualité de l'heure. Il n'y a pas que les propositions du cardinal Christian Toumi. Il a été également interrogé sur la méthode même de gestion du RDPC et du Cameroun, avec en prime l'épineuse question de la décentralisation. Il s'est prononcé sur ce plan et sur le plan même de son champion en 35 ans de gouvernance. Il s'est également prononcé. Alors, même s'il a 85 ans aujourd'hui, il a donné les raisons pour lesquelles il mérite encore
l'assentiment des lecteurs. Et la raison principale, il a dit, Flavien, il dit que lorsqu'on a été chef d'État à plus de 35 ans et qu'on se retrouve à un moment où le pays est pratiquement dans le désarroi, comme le Cameroun l'est maintenant, il serait inadmissible de partir. Donc, c'est l'explication principale. Il dit que si Biya part à ce moment, avec la crise qui sévit dans l'extrême nord et dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, ce serait une sorte de fuite en avant et que Biya n'a pas le droit de démissionner. Ce serait comme une sorte de démission. Donc Biya n'a pas raison de démissionner. Vous voyez donc ça rejoint exactement l'argumentaire que venait de formuler Maître Momo Jean de Dieu lorsqu'il a rejoint le groupe le G20. Il disait justement que à un certain moment, lorsque le pays est en crise, il faudrait que toutes les forces fassent fédération derrière le chef de l'État pour ramener la paix. Alors, donc, mais lui, il a quand même dit, hein, si vous parlez plus vous parlez de Momo, le président du PADEC, il a dit qu'il s'était trompé en fait. Il ne connaissait pas, il n'avait pas la vérité. Maintenant, il a cette vérité. Il s'était trompé en 2011 et maintenant, il a la vérité. Et puis, même Jean de Dieu, Momo le dit, va même plus loin en disant qu'il est sûr que personne ne peut battre Paul Biya. Donc, au lieu de faire une campagne inutile, il préfère faire une campagne utile. Et pour revenir à Grégoire Ona, par rapport à la proposition de Christian Toumi, les uns et les autres ont l'impression qu'il est en contradiction avec le ministre Issa Chiroma. Moi, je ne le pense pas. Tout au contraire, il dit exactement la même chose que le ministre Issa Chiroma l'avait dit, parce que Issa Chiroma disait que toutes les bonnes volontés, toutes les propositions seront bonnes, seraient la bienvenue pour calmer la situation. Mais il va falloir revoir quelques petites conditions. Et c'est exactement la même chose que Grégoire Ona dit. Et d'ailleurs, il a dit qu'il va en droite ligne avec le porte-parole du gouvernement qui avait déjà donné la position du gouvernement. C'est pour ça que lui, Grégoire Ona, ne parle pas en tant que membre en tant que porte-parole du gouvernement, mais il dit exactement la même chose. Il dit même de manière claire que s'il fallait donner une motion de soutien au cardinal Toumi, ce serait une motion de soutien conditionnel. C'est-à-dire il va falloir mettre quelques petites conditions pour toiletter. Parce qu'au bout de compte, la grosse inquiétude, c'est quoi? Il faut le dire. La grosse inquiétude, c'est qu'on sait que le cardinal Toumi est pro-fédéralisme. Donc, on a peur qu'il ne fasse une conférence de la All Anglophone Conference pour demander la fédération du Cameroun, pour demander le retour au fédéralisme. Donc, je crois savoir que c'est à peu près les conditions ou bien le toilettage que les membres du gouvernement, Grégoire Ona et Issa Chiroma, en tout cas, voudraient qu'on les réserve qu'ils émettent. On comprend qu'il n'est qu'au niveau des propositions. On va rester à ce niveau. On n'est qu'au niveau des propositions. Et moi, je dis que aussi bien le ministre Chiroma que le ministre Ona, il ne donne pas encore la position du gouvernement, mais il donne une position en qualité de membre du gouvernement, sont des positions personnelles qui ne sont pas, qui acceptent effectivement, qui, compte tenu de la situation, savent très bien que toutes les initiatives sont bonnes. Et comme l'a dit Casimir, c'est en fait la crainte d'une sorte d'aboutissement à une démarche collective de demande du fédéralisme qui leur fait peur. Bon, mais seulement, vous savez, ici, le ministre Grégoire Ona, qui est un esthète de la parole, un champion de la litote, c'est dire les choses avec beaucoup de manière et même parfois avec force, acrobatie. Regardez, par exemple, quand on lui parle, on pose des questions sur la décentralisation. Pourquoi est-ce qu'elle tarde tant à prendre corps. Il a dit tout simplement de manière très, très feutrée, mais très fuyante en disant qu'elle est en marche. En marche depuis 22 ans, qu'elle est inscrite dans la Constitution, on peut se poser la question. Bien entendu, on vient d'être, en tout cas, on a nommé tout un ministre. Mais depuis, et également, il y a également l'organigramme. Il a fallu attendre 22 ans. Il y a l'organigramme qui a été également validé par le chef d'État il y a quelques jours pour nommer un ministre du personnel. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est en marche, mais elle est lentement en marche. Donc, il n'y a pas de problème, il a dit la vérité. Elle est en marche. Bien entendu. Alors, c'est à lire dans le dossier, en tout cas, et à lire dans la Nouvelle Expression de ce matin, la page 6 à la page 8. Vous comprendrez, en tout cas, qu'est-ce qui est véritablement dit, qu'est-ce qui a motivé, en tout cas, cette sortie du ministre Grégoire Ona, qui a répondu aux questions de la Nouvelle Expression. Il a fait le tour de l'actualité. Vous verrez donc tout cela dans le journal disponible ce matin. Alors, Cameroun Tribune, qui est dans les kiosques, s'intéresse donc à la liste des candidats, les candidatures à la présidentielle. Dernière heure de suspense, ça c'est le titre de Cameroun Tribune. La Nouvelle Expression qui parle également
de présidentielle. Elecam livre sa liste ce jour. D'autres tabloïds reviennent également sur le sujet. Le Messager, par exemple, qui parle donc de, en attendant l'officialisation des candidatures, on parle donc de tout cela, avec aussi des sorties de Joshua aussi et de Maurice Kamto, qui avait déjà donné le ton, mais avec quelques réserves, puisque tous attendent simplement de savoir si leurs listes ont été retenues. Vous vous souvenez, Flavien, lorsque nous étions petits, à l'école primaire, on avait une très fameuse chanson, le jour des résultats, les larmes vont couler. Bon, c'est vraiment le jour des résultats. C'est comme si les 29 candidats avaient présenté un concours et ils attendent la déclaration des résultats ce jour. Elecam, qui avait jusqu'à demain, c'est-à-dire jusqu'au 8 août, pour rendre son verdict, et qui tient aujourd'hui un conseil électoral pour déclarer effectivement. Mais dans les coulisses, nous savons, d'ailleurs depuis quelques jours, nous savons ce qui est en train de se passer. Souvenez-vous que nous avons suffisamment épilogué sur le code électoral et sur les candidatures indépendantes, parce que le code électoral est clair. Pour être candidat indépendant, ou alors lorsque vous êtes présenté par un parti politique qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale ou bien qui n'a pas un conseil municipal, vous devez réunir 300 signatures. Et les 300 signatures, c'est à raison de 30 signatures par région. Et qui sont donc les signataires? Ce sont les chefs de premier degré, les sénateurs, les députés, les élus dans tous les cas. Et la condition est là. La même personne ne peut pas signer pour deux listes. Donc, vous allez voir que dans son toilettage... C'est une équation pas facile en tout cas. C'est une équation très très difficile. Dans son toilettage, automatiquement, Elecam aurait décelé des personnes, des élus qui ont signé pour X et pour Y. Et à ce moment, les deux listes sont complètement hors jeu. Donc, nous attendons. D'ailleurs, des noms circulent. Il y a beaucoup de candidats. Il y a au plus bas mot 10 candidats qui seront renvoyés, qui seront retirés de cette liste. Et on va s'attendre à autre chose. On va s'attendre à ce que la suite, c'est la suite qui sera intéressante, parce que après les Elecam, il y a le Conseil constitutionnel qui doit siéger pour des cas litigieux, pour des recours préélectoraux. Et donc, on s'attend à beaucoup de choses ces jours-ci. Voilà. Donc, Camille, la presse ne lésine pas, en tout cas, sur cette annonce qui, aujourd'hui, présente les grands signes, parce que c'est un grand jour, mardi, et demain en même temps. Ce sont 2 jours en tout cas importants, et puisque tout commence aujourd'hui, on devrait déjà savoir qui va être retenu pour la course à Itoudi. Donc les candidats attendent véritablement. Mais on a observé qu'il y a certains qui sont partis, sachant que leurs dossiers vont être rejetés parce qu'il y a des pièces qui manquaient, d'autres qui n'ont même pas déposé la caution de 30 millions de francs CFA. Oui, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup aimé le titre de Cameroun Tribune qui dit que la fin du suspense c'est aujourd'hui. Les dernières heures avant le dernier moment de suspense. J'ai beaucoup aimé. Il y a 28 candidats qui sont dont les dossiers ont été déposés à Elecam. Aujourd'hui, on va savoir, mais bien entendu, nous les lisons tous dans les réseaux sociaux, c'est le déchaînement. Il y en a qui vont jusqu'à dire que 20 candidats seront rejetés. Il n'en resterait que 6 ou 7 ou 8. Bon, de toute façon, ce ne sont que des spéculations, mais toujours est-il, et comme l'a relevé Casimir Désiré Tagny, qu'il est certain que beaucoup de ces candidatures sont rejetées pour n'avoir pas respecté les conditions minima de la loi électorale. On attend demain. Et il est vrai qu'une dernière porte de sortie leur est offerte à travers le Conseil constitutionnel où des éventuels recours pourront être. Mais vous savez très bien que quand vous avez été mis out par Elecam, il sera difficile pour le Conseil constitutionnel de remettre votre dossier en salle dans la mesure où Elecam aura pris toutes les précautions pour retenir suffisamment d'éléments objectifs ayant permis votre éviction. Donc là aujourd'hui, on est pratiquement sur la ligne de départ. Parce qu'après cette espèce de toilettage des candidats, on va se retrouver maintenant, on va pouvoir se lancer dans la campagne. Et la campagne déjà, on le voit déjà dans les réseaux sociaux, elle commence déjà sur un air féroce. Vous n'avez certainement pas manqué de lire toutes ces accusations parfois violentes et même haineuses qui circulent déjà dans les réseaux sociaux. Et à cet effet, il faudrait que les Camerounais sachent que
élection, ce n'est pas la guerre. Alors, on a vu, en tout cas, à Kérémouna Joshua aussi, avec des hostilités déjà qui font le tour des réseaux sociaux. Vrai ou pas vrai, de toute façon, nous attendons d'abord que les listes soient rendues publiques. Absolument. Et on verra la suite, parce que tout cela continue dans la presse ce matin. Les lecteurs auront l'occasion, en tout cas, de parcourir. Mais en attendant, Flavien, il y a des candidats à la candidature qui savaient d'office que leur candidature sera rejetée. Parce que vous ne pouvez pas me donner des raisons, des explications sur le fait qu'un candidat ne paye pas la caution et donne des arguments selon lesquels il est arrivé au bureau des impôts autour de 23 heures et les bureaux étaient fermés. Il savait très bien. Il avait suffisamment le temps de payer ses 30 millions de caution. Il était où depuis pratiquement 2 semaines, 3 semaines que la campagne, que l'ouverture des candidatures était faite. Pourquoi est-ce qu'il a attendu 23 heures pour venir alors qu'il sait que les fonctionnaires, que les bureaux s'ouvrent de 7h30 à 18h. Ceux même qui sont venus déposer leur candidature à 20h ou 21h. Et les Kamanko travaillaient jusqu'à minuit. Ça, et les Kamon le sait. Mais les bureaux des impôts, on sait à quelle heure ça ferme. Et c'est pas à Elecam que vous devez verser les 30 millions. Donc, c'est des gens, ils savaient, c'était des candidatures juste pour rire. Très bien. Juste pour rire, la presse est donc revenue sur ce grand rendez-vous. Donc, les candidats attendent justement le jour de résultat, et c'est aujourd'hui ou demain. De toute façon, l'information est contenue dans les tabloïds de ce matin. On parle bien entendu du Nord-Ouest avec le sous-préfet qui a été enlevé et qui a retrouvé, tout au moins, qui respire l'air de la liberté. Ça, c'est selon la nouvelle expression. Et là, le quotidien Le Jour nous apprend que ça fait le sous-préfet de Menchoum, Valais, qui est introuvable depuis 3 jours. Où se trouve justement la bonne version des choses, des faits. De toute façon, les lecteurs vont également trouver le juste milieu. Oui, dans tous les cas, moi, j'ai l'impression qu'entre les deux journaux, il y a un qui a eu un retard sur l'information. Donc, je prends la dernière information de la nouvelle expression qui serait la plus fraîche. C'est-à-dire que le sous-préfet aurait été retrouvé. Mais cela nous pose quand même quelques problèmes. Cela rappelle que la crise anglophone ne fait que s'accentuer parce que ce sous-préfet avait été enlevé samedi dernier. Il a pratiquement passé 2 jours et finalement il a été retrouvé, même si le préfet jusqu'aujourd'hui émet des réserves et ne voudrait pas se prononcer. Moi, je crois que la nouvelle expression a fait un journalisme d'investigation et est allé le retrouver là où il est en ce moment. Malheureusement, il y en a un qui n'a pas eu cette chance. Nous devons toujours nous rappeler que le sous-préfet de Batibo avait été enlevé un 11 février, pratiquement le jour du défilé, et que jusqu'aujourd'hui, on est toujours sans nouvelles de lui. D'aucuns ont dit qu'il a été assassiné. Donc, ça veut dire que le sous-préfet de Menchoum Valais a eu plus de chance. Il a été retrouvé, Dieu merci. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire sur le plan de la sécurité, surtout la sécurité des autorités administratives, des autorités en général, parce que même les chefs traditionnels sont souvent enlevés et parfois on ne les retrouve pas. Et puis, il y a une autre indication. Le sous-préfet de Batibo et le sous-préfet de Menchoum, qui s'appelle Derek Wango Le Komboy, seraient les deux originaires d'un même village. Alors, est-ce à dire que les originaires de ce village sont particulièrement visés par les sécessionnistes? Ça, c'est une autre question qu'il faudra essayer de trouver une réponse dans les jours qui suivent. Très bien. Alors, la nouvelle expression qui parle de l'enlèvement, en tout cas, qui parle du sous-préfet qui a été enlevé, qui a été retrouvé et qui respire l'air de la liberté, même s'il n'y a aucune nouvelle encore sur ses ravisseurs, il n'y a que le quotidien Le Jour qui estime que lui, il est sans nouvelles depuis 3 jours. Et aujourd'hui, le Messager, par la suite, parle de la violence qui s'intensifie dans ces régions anglophones depuis qu'on parle davantage de cette présidentielle à venir. Au sujet de sous-préfet, retrouvé ou pas retrouvé, on ne sait pas encore à quel journal se fier. Toujours est-il qu'il est vrai, Casimir dit que la dernière source serait peut-être celle de la nouvelle expression, mais on attend une confirmation officielle pour dire s'il a été retrouvé ou pas. Mais pour la violence, effectivement, elle est vraiment sur un mode absolument ascendant. C'est-à-dire qu'elle ne fait que monter, elle ne fait qu'augmenter. On parle de ce sous-préfet qui a été kidnappé, mais on est obligé, je pense que c'est hier que les journaux ont fait état de cette brigade de gendarmerie du côté de Roum, où 4 éléments de la brigade ont été assassinés
et décapité avec en prime le commandant de brigade. Je me suis toujours posé une question au sujet de ces brigades de gendarmerie qui sont isolées dans les campagnes. Il faut faire un tour de ce côté-là, aussi bien du sud-ouest que du nord-ouest. Vous allez trouver une brigade qui est isolée sur une superficie de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, kilomètres carrés, et qui est complètement isolée, mais qui se retrouve avec 3, 4, 5 gendarmes. Pendant cette période, il aurait fallu non seulement multiplier le nombre de gendarmes dans les brigades, mais surtout renforcer ces gendarmes avec des militaires. Parce que chaque fois que vous entendez qu'une brigade de gendarmerie a été attaquée, il y a toujours un bilan lourd contre les gendarmes. Je ne comprends pas comment le secrétaire d'État à la Défense n'a pas encore pris conscience de cette difficulté, de cette situation qui met pratiquement les gendarmes qui sont dans ces petites brigades en danger permanent. Et il faut voir les photos de ces gendarmes, de cette brigade de Oum, des photos de gendarmes décapités qui circulent dans les réseaux sociaux. C'est affreux. Il faut absolument que non seulement les gendarmes eux-mêmes leur sécurité soit renforcée par des militaires, mais que les autorités, toutes les autorités, sous-préfets, préfets et adjoints préfectoraux, dans toutes ces régions-là, soient absolument renforcées par un fort déploiement des militaires, des commandos. Mais ce n'est pas le cas. Si la situation perdure sur cette voie, mais on aura toujours à déplorer des brigades et des gendarmes et des militaires isolés, tués. Et ça, moi, je pense que toutes les mesures doivent être faites pour essayer d'éradiquer cette ascension du crime. Très bien. Violence. Alors, et toujours sur le chapitre des violences, il faut rappeler que toute la journée d'hier, du côté de Kumbo, voilà, il y a eu des tirs nourris et on attend dans tout un village, on attend le bilan, tant du côté des forces de sécession que du côté des forces de nos militaires. Donc, il ne faut pas baisser la garde. Camille l'a dit, il faut attirer l'attention du ministre de la Défense, du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, du délégué général à la Sûreté nationale. J'ai l'impression que depuis que cette crise-là sévit, j'ai l'impression que les trois personnalités-là n'arrivent toujours pas à mesurer l'ampleur des dégâts. C'est vrai que le ministre de la Défense a de temps en temps essayé de même aller sur le terrain, a même son cortège. Oui, il s'est fait canader. Il s'est fait canader, mais ça ne devrait pas les décourager. Il faudrait que ces trois personnalités essayent ils devraient même se réunir à trois pour voir les solutions à apporter avec des mesures d'urgence qui doivent être faites pour protéger les populations. Mais en fait, comme vous le dites, Casimir, dans un village du côté de Koumbe, effectivement, il y a eu bataille entre les forces, les militaires et les sécessionnistes. Ce village est abandonné depuis très très longtemps par les populations. Et les militaires les ont trouvés et il y a eu cette bataille. Et il y a comme ça beaucoup de villages qui sont complètement abandonnés dans ces localités-là, où des sécessionnistes paradent en véritable maître. Le problème, et moi nous l'avons souvent déploré ici, c'est que l'armée camerounaise réagit. Il n'agit pas. Moi, je pense qu'il faut qu'elle passe à l'offensive, tel que le ministre Tangani l'a dit vendredi dernier. Il faut que ces gens comprennent que là, maintenant, l'armée passe à l'attaque. Parce que l'armée ne fait que se protéger, l'armée ne fait que faire face à des situations, mais maintenant il faut qu'elle passe à l'attaque et moi je crois que ça ne peut pas durer comme ça. Alors vous comprenez bien que si l'armée passe à cette autre phase, oui, le bilan va être différent qu'en ce moment. Alors donc il faut utiliser d'autres méthodes, des méthodes douces. Il sera question de terrorisme. Ils savent ce qu'ils peuvent faire. Alors, il faudrait qu'ils se réunissent pour trouver des solutions rapides. Très bien. C'est à lire dans la plupart des tabloïds ce matin, des informations que je vous invite à découvrir dans les kiosques si vous faites un tour. On va sortir de ce programme en parlant notamment des Lions indomptables, la nouvelle expression qui parle des Néerlandais qui ont surgi pendant qu'on attendait simplement les écouter. Il y a Signature qui propose également tout un dossier sur la question des Lions indomptables avec une question, c'est le temps des sorciers noirs. Oui, je crois que c'est le temps des sorciers noirs parce que vous savez que depuis que les Lions indomptables existent, chaque fois qu'il a été question d'aller trouver des entraîneurs, c'est toujours des peaux blanches qu'on nous ramène. Mais je suis donc heureux que pour une fois, on a pensé à Sudoff et Kluivert, qui sont tous des Noirs, même s'ils sont des expatriés, parce qu'ils ils ne sont pas camerounais, ils sont des Néerlandais. Mais je me réjouis également qu'on ait trouvé des jeunes
Parce que tous les deux ont à peine 42 ans. Et chaque fois, on nous ramenait des patères de 80 ans, de 70 ans, qui ne pouvaient même pas se tenir longtemps sur un banc de touche. Mais il y a quand même quelques petites curiosités qui entourent ces nominations-là. Je me demande, jusqu'à quand, comme le dit la Bible, jusqu'à quand est-ce que on doit arrêter cette guerre entre le ministère des Sports et la FECAFOOT? Ouais, les textes sont clairs. C'est la FECAFOOT qui gère les Lions Indomptables. Pourquoi le ministre s'est précipité à venir annoncer? D'ailleurs, Kluivert, Suidorf, a dit dans une interview hier là-bas chez eux en Hollande, il a dit que le ministre est allé un peu vite en besoin, même si c'est presque sûr, il fallait attendre un tout petit peu. Donc, espérons tout simplement qu'ils seront la bienvenue et qu'ils apporteront la touche, parce que c'était des très bons joueurs tous les deux, qu'ils apporteront la touche. Alors, les bons joueurs sont forcément pour que les Lions Indomptables gardent le trophée de la CAN qu'ils ont si bien mérité, qu'ils ont gagné haut la main au Gabon récemment. Les bons joueurs qui ne sont forcément pas les meilleurs entraîneurs aussi. Alors, un journal a titré hier, peuvent-ils nous faire gagner la CAN? Oui, mais il faut d'abord commencer par expliquer un peu la précipitation du ministre. Bidong Pat a annoncé une nouvelle qui devait être faite par la FECAFOOT. Vous connaissez sa propension à théâtraliser les choses. Donc, vous savez très bien qu'il voulait absolument que cette affaire soit ramenée à sa propre personne. Bon, maintenant, quant à la question, peuvent-ils le faire? Oui, on dit que, même pas qu'on dit, nous savons tous que ces deux joueurs ont été des joueurs d'exception. Des sorciers noirs. Non, d'abord des joueurs même, des acteurs exceptionnels sur les terrains de football. Ils ont remporté des Champions League, ils ont été même jusqu'au Coupe du Monde et tout ça. La question c'est de savoir, est-ce que les plus grands joueurs peuvent-ils être les plus grands entraîneurs? Ça, c'est une autre histoire. Il faut d'abord commencer par dire qu'ils vont entraîner quelle équipe de football. Parce que vous savez très bien que jusqu'à présent, l'équipe nationale de football du Cameroun est toujours un patchwork de joueurs expatriés. Parce que le problème aussi pour un coach, pour un sélectionneur national, c'est d'avoir sous la main des joueurs avec lesquels il travaille en temps plein et tout le temps. Mais depuis un certain temps, depuis plusieurs années, on se retrouve toujours avec des joueurs. On va chercher un en Asie, l'autre on va le chercher en Afghanistan, l'autre on va le chercher en France, l'autre on va le chercher en Italie. Et c'est ça qui embête un peu avec ce football camerounais qui vivote en réalité. Notre championnat lui-même est malade. Le championnat de football féminin lui-même est pratiquement inexistant. Mais on envoie nos filles dans les championnats internationaux. Le problème, il y a un problème dans le football camerounais. Il faut d'abord structurer le football camerounais qui est déstructuré. Et là, je suis entièrement d'accord avec vous, hein, Camille, parce que dans les années 82, même jusqu'en 90, lorsque les Lions tutoyaient les grandes équipes mondiales, l'ossature était composée des joueurs de canon, Tonnerre, Union de Douala, et c'était pratiquement ça, on prenait à peine un ou deux professionnels pour combler, et malheureusement aujourd'hui c'est l'inverse, et c'est pour ça qu'on se en tout cas on attend de voir on a une équipe qui n'existe pratiquement plus, donc espérons que les deux là vont d'abord nous ramener une équipe, nous former une bonne équipe des Lions localement, bien entendu, qui pourra tutoyer les grandes équipes comme nous. Merci à vous, chers messieurs, et également à nos chers téléspectateurs qui sont davantage nombreux à regarder ce programme. Il vous reste simplement à faire un tour dans les kiosques et être parfum de l'actualité. Demain, ce sera un autre rendez-vous. Il sera 9h15 sur votre chaîne Equinox Télévision. Bonne journée.